Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ma recherche de parrainage pour l'élection présidentielle d'avril 2022, j'ai envoyé à la plupart des maires de France mon programme, celui du Parti pour la précroissance, que voici, ainsi que ce petit prospectus, que voici. Sous forme numérique, naturellement, puisque nous n'avions pas les moyens financiers nous permettant de payer le coût de plusieurs milliers d'impressions papier et d'affranchir les envois postaux correspondants. Alors, certains maires nous ont répondu par des courriers de teneurs diverses, dont l'un toutefois a particulièrement retenu notre attention pour les propos emblématiques et propos particulièrement représentatifs, nous a-t-il semblé, de la mentalité générale des élus auxquels la Constitution française a attribué le rôle majeur dans le processus de désignation du président de la République française. Alors, nous avons décidé, en mon nom et en celui du PPAC, du Parti pour la précroissance, de faire une réponse publique à ce maire par l'intermédiaire de cette vidéo. Alors, voici pour commencer le texte intégral de son courrier. Bonjour monsieur, je dois vous faire part de mon évolution sur les sollicitations des candidats à la présidentielle. Au début de mon engagement au service des autres, j'ai pensé à une expression démocratique, mais le nombre excessif de candidats brouille la compréhension des citoyens sur les enjeux de la nation et engendre abusivement des discours d'estrade ou de plateau sans se préoccuper de devoir gouverner le pays. Est-ce que la communication sur les réseaux sociaux favorise le bien commun ? Est-ce que la remise en cause de tout le système apporte une solution à tous les problèmes ? Je ne le pense pas. Je constate un repli sur des exigences personnelles avec un oubli total des impératifs collectifs. La recherche du compromis est pourtant la meilleure solution démocratique. Je déclinerai donc toutes les demandes d'entités dans l'incapacité de gouverner notre pays. Je pense que c'est votre cas. Je considère donc aujourd'hui que les citoyens de ce pays doivent choisir un projet de gouvernement en limitant les revendications individualistes ou restreintes. Je m'interroge dans votre programme, je m'interroge sur le financement des besoins essentiels alors que vous prônez la baisse de l'activité globale. J'entends tout le temps des besoins supplémentaires à financer, très souvent par des fonds publics, bien à vous. Voici donc le texte de ce maire en réponse à ma demande de parrainage. Alors, je vais commencer donc à répondre point par point, je dirais presque ligne par ligne, au courrier de ce monsieur le maire. Commençons par le premier paragraphe. Je dois vous faire part de mon évolution sur les sollicitations des candidats à la présidentielle. Au début de mon engagement au service des autres, j'ai pensé à une expression démocratique, mais le nombre excessif de candidatures brouille la compréhension des citoyens sur les enjeux de la nation et engendre abusivement des discours d'estrade ou des discours de plateau, sans se préoccuper de devoir gouverner le pays. Alors, voici ma réponse. Monsieur le maire, votre formule « mon engagement au service des autres » est une formule bien connue pour être largement employée par les élus de la République, mais elle n'en est pas moins porteuse d'une certaine ambiguïté. En premier lieu, et sur la forme, nous pourrions nous interroger sur la raison qui vous pousse à rappeler ainsi de façon solennelle cet engagement à votre interlocuteur, en exergue d'un raisonnement qui vise à le dénigrer, cet interlocuteur, par la suite. Cette technique
est également bien connu pour être utilisé par certains élus qui, soumis à une contradiction citoyenne, tentent de se mettre sur une marche plus haute que leur interlocuteur, plus haute sur l'escalier de la vertu républicaine. Sur le fond, maintenant, nous autres citoyens de base, qui sommes soumis aux règles coercitives et dictées par un groupe restreint d'élus, et plus particulièrement au plan local, aux arrêtés municipaux ayant force de loi, eh bien nous autres citoyens de base, nous ne sommes pas forcément convaincus que vous soyez au service des autres, sauf à nous préciser le contenu exact de ce contingent des autres. Qui sont donc ces autres au service desquels vous dites que vous êtes? Sont-ce les habitants de la cité que vous administrez? Alors dans ce cas, il ne faut pas dire les autres, mais tout simplement mes concitoyens locaux. Vous êtes au service de vos concitoyens locaux. Mais peut-être pensez-vous que ces autres sont en réalité tous les autres Français. Ce serait par là faire montre, nous semble-t-il, d'une ambition quelque peu démesurée, et nous ne saurions bien sûr l'imaginer. Par ailleurs, il nous semble que l'emploi de cette formule, vous êtes au service des autres, l'emploi de cette formule vous expose à un risque que vous n'avez peut-être pas mesuré. C'est celui que certains opposants, le risque que certains opposants locaux ne traduisent votre engagement au service des autres, le traduisent par un engagement au service de certains autres. Par exemple, au service de clans ou de groupes de pression restreints, et que vos décisions coercitives ne soient entachées de cette allégeance. C'est pourquoi nous vous conseillerons, dans votre propre intérêt, d'éviter ce genre de formule à l'avenir, afin de vous préserver de telles interprétations. Sur le fond encore, il est bien vrai que vous êtes au service des habitants de la cité dont vous êtes le maire. Et nous vous conseillons de le rappeler plus souvent que certains maires ne le font généralement. Et cela puisque vous semblez mettre l'accent sur votre souci démocratique. Eh bien de le rappeler plus souvent, afin de ne pas laisser certains esprits malveillants penser que ce sont au contraire les habitants de la cité qui sont à votre service. Quant au terme engagement, ce terme engagement que vous employez, eh bien, il paraît quelque peu inapproprié, car il évoque en première analyse une volonté désintéressée, un don de soi, excluant toute forme de rémunération et toute forme de reconnaissance, peu compatible, nous semble-t-il, avec la réalité de la fonction de maire, qui est objectivement fondée sur la recherche de reconnaissance et la recherche de notoriété par la voie de l'élection. En résumé, une formulation de type « au début de ma carrière de politicien professionnel », en lieu et place de « au début de mon engagement au service des autres », au début de ma carrière de politicien professionnel, cette formule nous paraît définir plus exactement la période de votre vie à laquelle vous faites ici référence. Alors, voyons ensuite votre phrase. Voyons votre phrase suivante. Vous dites « Le nombre excessif de candidatures brouille la compréhension des citoyens sur les enjeux de la nation et engendre abusivement des discours d'estrade ou de plateau sans se préoccuper de devoir gouverner le pays. » Nous retrouvons ici, pêle-mêle, toute la panoplie des arguments types de l'oligocratie pour discréditer la véritable démocratie citoyenne. Mais une première mise au point s'impose afin de ne pas falsifier la compréhension ultérieure de notre propos. Cette mise au point concerne le terme oligocratie que nous employons pour désigner le système dont vous êtes l'un des représentants. Ce terme d'oligocratie
qui peut possiblement vous choquer, ne contient dans notre propos aucune connotation péjorative, ou encore moins insultante, mais elle répond au seul souci de désigner très exactement et étymologiquement l'exercice du pouvoir par un groupe restreint, oligocratie, de même que démocratie, vient de l'association de deux mots grecs, oligos, le petit nombre, et kratein, commandé, pour oligocratie, c'est-à-dire désignant l'exercice du pouvoir par un groupe restreint, ce qui est très exactement le cas du système politique français actuel, et pour démocratie, démos, le peuple, et kratein, commandé, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par le peuple dans son ensemble. C'est ainsi que lorsque nous disons que vos arguments sont ceux de l'oligocratie, nous voulons simplement signifier qu'ils ne sont pas ceux des promoteurs de la démocratie que nous sommes, c'est-à-dire les partisans d'un système d'organisation sociétale, un système à créer, il est vrai. Un système où c'est l'ensemble des citoyens qui possèdent le monopole exclusif de la fabrication des règles coercitives. C'est ainsi également que lorsque vous suggérez que le nombre excessif de candidatures brouille la compréhension des citoyens, lorsque vous dites cela, vous reproduisez, ni plus ni moins, mais sous une autre forme, vous reproduisez le fameux argument utilisé par M. Emmanuel Joseph Sieyès lors de la séance du 9 septembre 1789 de l'Assemblée nationale constituante pour justifier de l'abandon de l'idéal démocratique et de son remplacement par ce qu'il dénommait le gouvernement représentatif, appellation initiale qui se transforma peu après en démocratie représentative. Cet argument, quel était-il? Cet argument, c'était le suivant. Sieyès disait « Mes chers amis, nous avons fait la révolution pour que le peuple fasse lui-même les lois. Mais voyez-vous, mes chers amis, nous avons un problème. Car le peuple n'a ni assez d'instruction, ni assez de temps libre pour s'occuper de faire les lois. C'est pourquoi je suggère que les lois soient faites par un petit groupe choisi entre nous et que nous allons dénommer le gouvernement représentatif, etc., etc., etc. Tout ceci est bien connu. Bien connu. Et il est à parier que 230 ans plus tard, un autre Emmanuel ne dirait pas autre chose. Et vous-même, monsieur le maire, vous ne dites pas autre chose lorsque vous prétendez que le nombre excessif de candidatures brouille la compréhension des citoyens. Car en réalité, qui êtes-vous pour parler à la place de ces citoyens qui, selon vous et selon Sieyès il y a 230 ans, ne seraient pas capables de comprendre les enjeux de la nation? Qui êtes-vous pour décider qu'un nombre de candidats est excessif ou qu'il n'est pas excessif? Et pouvez-vous donc nous dire, monsieur le maire, selon vous, ce que c'est qu'un nombre excessif et ce que c'est qu'un nombre qui n'est pas excessif? D'ailleurs, connaissez-vous le nombre exact de citoyens qui sont candidats, qui ont été candidats pour cette élection présidentielle? Il est probable que non, tout simplement parce qu'il n'existe pas de liste officielle et que la déclaration de candidature à l'élection présidentielle, au contraire de l'élection législative, cette déclaration de candidature ne fait pas l'objet d'une quelconque inscription administrative. Non, non, ce n'est qu'une liste flottante, une liste amiable en quelque sorte. Et pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, très exactement, combien de candidats vous ont contacté pour solliciter votre parrainage? Il est probable également que vous ne pourrez pas nous le dire, et sans doute parce que vous ne voudrez pas nous le dire. En réalité, dans une société adulte, les citoyens sont tout à fait aptes à faire eux-mêmes le tri entre les différentes candidatures et quel que soit leur nombre.
pour peu bien entendu que celle-ci soit présentée sous une forme standardisée et sur une plateforme collective, librement accessible par le citoyen ordinaire et suffisamment de temps à l'avance. Eh bien, si vous avez bien lu notre programme, c'est précisément ce que nous proposons. Mais ce n'est pas tout. Car vous dites aussi, vous dites que ce nombre de candidatures que vous qualifiez arbitrairement d'excessif, ce nombre de candidatures, non content de brouiller la compréhension des citoyens qui ne vous paraissent pas plus évolués que ceux de la fin du XVIIIe siècle, et que méprisait copieusement le père de la démocratie représentative, M. Emmanuel Joseph Sieyès, eh bien vous dites que ce nombre excessif engendre abusivement des discours d'estrade ou de plateau sans se préoccuper de devoir gouverner le pays. Engendre abusivement. Alors, avec tout le respect que nous vous devons, monsieur le maire, nous ne pouvons vous laisser énoncer une telle sentence. Qui êtes-vous, encore une fois, pour décréter que le discours de tel ou tel candidat est abusif? A-t-il transgressé une loi sur la liberté d'expression, ce discours? A-t-il proféré une insulte ou une calomnie, ce discours? Nous nous permettrons simplement de vous rappeler l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, partie intégrante de notre Constitution, qui stipule que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, et que tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et alors, dans les cas déterminés par la loi. Et alors, nous vous demandons donc d'énoncer, monsieur le maire, clairement les cas déterminés par la loi qui conféreraient un caractère abusif au discours de tel ou tel candidat. Alors, nous sommes naturellement convaincus que vous ne répondrez pas à cette demande. Nous ne demandons d'ailleurs qu'à être démentis. Et donc, à moins que vous nous détrompiez de la façon que vous souhaitez sur ce point, nous vous conseillons l'avenir de manier avec plus de discernement le délicat concept d'abus. Au risque de vous voir en retour, pourquoi pas, attaqué en tribunal administratif pour abus de pouvoir. Mais continuons. Vous dites que ces discours, que vous qualifiez arbitrairement d'abusifs, ne se préoccupent pas de devoir gouverner le pays. Alors voilà qui devient plus politique. Mais qu'entendez-vous par là? Voulez-vous nous dire que ces candidats pluriels n'ont pas de programme? Ou plutôt, signifiez-vous par là qu'ils ont des programmes ne correspondant pas à l'idée que vous faites de la façon dont il faudrait gouverner la France? Peut-être même, voulez-vous nous dire qu'ils ont des programmes, mais pas des programmes de gouvernement? Vous est-il venu à l'esprit que certains de ces programmes, d'ailleurs, ne parlent pas de la façon de gouverner, c'est-à-dire de la façon de diriger, ou encore de la façon pour l'État d'exercer un pouvoir coercitif sur les citoyens, et donc d'établir un rapport de maître à sujet, mais que certains de ces programmes peuvent parler d'une autre conception des rapports entre l'État et les citoyens. Une autre conception qui ne se qualifie pas, qui ne se définit pas par le mot de gouverner, mais par le mot de servir, et qui prônerait ainsi un État serviteur en lieu et place d'un État tout-puissant. En bref, qui êtes-vous, monsieur le maire, pour vous arroger le droit d'être dépositaire de la seule conception recevable de l'État? Mais poursuivons la lecture de votre courrier. Vous dites ensuite: est-ce que la communication sur les réseaux sociaux favorise le bien commun? Point d'interrogation. Voilà une bien étrange question.
que nous pourrions d'ailleurs décliner de différentes façons. Par exemple, est-ce que la communication sur les grands médias de masse qui appartiennent tous à une dizaine de grands groupes familiaux parmi les plus fortunés de France, est-ce que cette communication favorise le bien commun? Point d'interrogation. Ce qui paraît certain, en revanche, c'est que la communication, orchestrée par ces grands médias, favorise le bien de ses propriétaires, en fabriquant du temps de cerveau disponible pour la vente d'espaces publicitaires, selon la célèbre formule de M. Patrick Lelay, ex-PDG du groupe TF1, qui écrivait dans son livre de 2004, Les dirigeants face au changement, qui écrivait « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Eh bien, l'enjeu de la télévision n'est que cela. Les programmes de la télé ne servent donc qu'à préparer, à façonner la disponibilité monnayable de l'attention du spectateur. » Voici ce qu'écrivait M. Patrick Lelay. Nous sommes, nous semble-t-il, bien loin de la favorisation du bien commun. Et il est probable de ce point de vue que les réseaux sociaux en sont plus proches, contrairement à ce que, Monsieur le maire, vous affirmez imprudemment. Mais vous ajoutez ensuite, est-ce que la remise en cause de tout le système apporte une solution à tous les problèmes? Je ne le pense pas. Alors, nous passerons sur votre technique issue de la méthode Coué, qui consiste à juxtaposer à une question une réponse péremptoire censée prouver que la question initialement posée n'a pas lieu d'avoir été posée. Outre que vous faites preuve de mauvaise foi en parlant de nos solutions, terme que nous n'employons jamais, il n'y a pas une seule fois le mot solution dans ce petit livre de 130 pages. Nous vous suggérons de vous référer, au lieu de vous référer à Émile Coué, de vous référer à Albert Einstein. Albert Einstein qui disait qu'on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Et de ce point de vue, et en reprenant votre souci d'apporter une solution à tous les problèmes, eh bien cette solution, elle ne pourra pas venir du mode de pensée qui les a créés, ces problèmes. Que vous semblez pourtant ne pas vouloir contester, le mode de pensée. Par conséquent, à la question que vous posez, est-ce que la remise en cause de tout le système apporte une solution à tous les problèmes, et à laquelle vous répondez « je ne le pense pas », nous répondrons que la remise en cause globale des fondements du système, c'est la seule façon d'avoir une petite chance de faire face aux graves problèmes que ce système a créés et qui vont s'amplifier à très court terme. Vous écrivez ensuite. Vous écrivez « Je constate un repli sur des exigences personnelles avec un oubli total des impératifs collectifs. » Alors, après la caricature de notre pensée, voici maintenant la calomnie. Où avez-vous lu dans notre programme un repli sur des exigences personnelles? De quelles exigences personnelles parlez-vous? Où avez-vous lu dans notre programme un oubli total des impératifs collectifs? N'avez-vous donc pas lu dans notre programme une extension considérable de la gratuité des services publics, ainsi que la gestion collective de pans entiers de l'économie? Alors soit vous n'avez pas lu notre programme et vous inventez, soit vous l'avez lu et vous mentez. Vous écrivez ensuite « La recherche du compromis est pourtant la meilleure solution démocratique. » Tout dépend de la définition que vous donnez de la démocratie. Et tout dépend du degré de pondération que vous mettez dans la notion de compromis. N'oubliez pas, monsieur le maire, qu'à la frontière de compromis, il y a compromission.
Alors, où se situe donc très exactement cette frontière pour vous? Sur ces deux points, et afin de vous éclairer dans l'attente d'une hypothétique réponse, nous vous donnons notre position sur ces deux notions. Compromis. Nous ne sommes pas contre la recherche du compromis, tant que celui-ci est librement consenti par les parties et ne résulte pas d'une démission sous la contrainte. Concernant votre expression maintenant, la meilleure solution démocratique. Et si solution est pris au sens de décision, la meilleure décision démocratique. Nous dirons ceci, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise décision, a priori. Il n'existe que des décisions légitimes ou des décisions illégitimes. Et une décision légitime, c'est une décision prise selon une procédure démocratique, c'est-à-dire par l'expression directe de la pluralité des citoyens et pas selon une procédure oligocratique, c'est-à-dire prise par la volonté d'un groupe restreint, voire d'une personne seule, comme c'est parfois et même assez souvent le cas dans les conseils municipaux. Continuons la lecture de votre lettre. Vous écrivez ensuite « Je déclinerai donc toutes les demandes d'entités dans l'incapacité de gouverner notre pays. » Et je pense que c'est votre cas. Qui êtes-vous, monsieur le maire? Encore une fois. Et sur quoi vous basez-vous pour décider à vous tout seul, et du haut de votre mairie ordinaire, que nous sommes dans l'incapacité de gouverner notre pays? Alors, nous vous donnons toutefois raison sur un point que nous avons d'ailleurs déjà soulevé. Ce point de consensus avec vous, c'est notre volonté de ne pas gouverner au sens où vous l'entendez, mais de gérer une entité collective au service du peuple et pas de gérer une entité exerçant son pouvoir sur le peuple. Vous écrivez ensuite « Je considère donc aujourd'hui que les citoyens de ce pays doivent choisir un projet de gouvernement en limitant les revendications individualistes ou restreintes. » Voici donc que vous renchérissez sur cette affaire de revendications individualistes ou restreintes. Faisons suite à ce que vous avez nommé un petit peu plus haut le repli sur des exigences personnelles, qui sont des postures imaginaires, qui semblent constituer une véritable obsession pour vous. Mais de quoi voulez-vous donc parler? Où avez-vous lu dans les 138 pages de notre programme pour une société de la précroissance une seule revendication individualiste ou restreinte? Un quelconque repli sur des exigences personnelles? Vous parlez tout simplement de choses qui n'existent pas dans notre programme, ni dans aucune de nos différentes publications écrites ou publications vidéo. Et enfin, vous terminez par cette phrase, par ces deux phrases. Je m'interroge dans votre programme sur le financement des besoins essentiels, alors que vous prônez la baisse de l'activité globale. J'entends tout le temps des besoins supplémentaires à financer, très souvent par des fonds publics. Alors, le système d'argumentation mensonger, largement utilisé par les praticiens de la politique politicienne, dont vous faites manifestement partie. Ce système atteint ici son summum lorsque vous écrivez « Je m'interroge dans votre programme sur le financement des besoins essentiels alors que vous prônez la baisse de l'activité globale ». Dans ce programme, dans notre programme, vous ne trouverez pas une seule ligne prônant la baisse de l'activité globale. Il est probable, sur ce point, que votre niveau de connaissance de la langue française ne vous permet pas de faire la différence entre le verbe prôner et le verbe annoncer. Nous ne prônons pas la baisse de l'activité globale, nous l'annonçons. Car ce que nous disons, et votre défaut de compréhension nous donne ici l'occasion de le repréciser, c'est tant mieux. Ce que nous disons, c'est que la baisse de l'activité globale
est inéluctable. Et qu'elle est inéluctable de par la simple application des lois de la physique et que nous ne la prônons pas, mais nous disons qu'elle interviendra quoi qu'on fasse et qu'elle est même inscrite dans la trajectoire de la croissance, qu'elle est inscrite depuis le début de cette trajectoire, dont on peut situer le commencement aux alentours des années 1850. Non, voyez-vous, monsieur le maire, nous ne prônons pas la décroissance, car prôner la décroissance, ça signifierait que nous voulons peser sur le pouvoir politique pour qu'il fasse décroître volontairement l'économie. Ce n'est pas ce que nous disons, et ce n'est pas ce que nous faisons. Et même plus, non seulement nous ne prônons pas la décroissance forcée par le biais des instances politiques, mais nous dénonçons même ceux qui le préconisent, comme par exemple Madame Delphine Batho, en les qualifiant tout simplement d'imposteurs, car ils parlent d'une fausse décroissance. Ils parlent d'une fausse décroissance parce que la question essentielle, c'est pas de savoir si on est pour ou contre la décroissance, si on la prône ou pas, comme vous dites, mais c'est de savoir comment nous allons pouvoir adapter l'organisation de la collectivité, comment nous allons pouvoir l'adapter à un mode de faire valoir qui décroît inéluctablement. Vous voyez, nous espérons que vous comprenez que la différence est de taille. Et même encore mieux, monsieur le maire, écoutez bien cela et ne le gardez pas pour vous. Il est probable que si notre mère nature nous avait doté de ressources naturelles, énergétiques et minérales indéfiniment renouvelables, et si la physique, notamment par l'intermédiaire du deuxième principe de la thermodynamique énonçant la loi de l'entropie, eh bien si la physique n'était pas ce qu'elle était, alors il est probable, si ces deux conditions étaient réunies, que nous ne nous poserions même pas ce genre de questions. Et il est même possible, mais bon, toutefois pas certain, mais il est possible que nous puissions ne pas être contempteurs de la croissance. Bon. Mais tout ceci n'est que pure conjecture et ne concerne pas notre propos actuel. Alors, quant à votre référence à notre programme en ces termes, vous terminez sur cette phrase. Je m'interroge dans notre programme sur le financement des besoins essentiels. J'entends tout le temps des besoins supplémentaires à financer, très souvent par des fonds publics. Bien, cette phrase confirme définitivement et de façon éclatante votre mauvaise foi, car nous ne pouvons imaginer qu'un élu de la République puisse faire de bonne foi un tel contresens interprétatif à la lecture d'un programme politique qui précisément ne mise plus sur un système chargé d'organiser la déresponsabilisation du citoyen face à un État de providence et un État tout-puissant, mais bien au contraire, un programme qui pose les bases d'un État qui deviendrait le serviteur d'un citoyen devenu, enfin, adulte et responsable. Bien à vous, je vous remercie.